Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts, les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Amateurs de nouveautés numériques et accros aux réseaux sociaux, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Point à la ligne. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de LinkedIn, cette plateforme où chaque profil est une nouvelle pierre ajoutée à l'édifice de la réussite professionnelle. Mais LinkedIn est-il vraiment cet Eldorado chanté par les nouvelles rockstars des réseaux sociaux, ou est-il en train de devenir une autoroute numérique embouteillée où se mêlent égocentrisme et influence de comptoir ? Pour nous aider à y voir plus clair, je suis ravi d'accueillir 3 prestigieux invités. Bienvenue tout d'abord à Raphaël Carrère, Social Media Manager chez Social Pistache. Bonjour Raphaël. Bonjour Jérôme. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur vous ? Alors, je suis donc, comme vous l'avez dit, Social Media Manager, Community Manager. Donc, je gère la présence des entrepreneurs et des entreprises qui ont besoin sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai aussi particulièrement sur LinkedIn. Super, merci beaucoup. Notre deuxième invité est dirigeant et consultant spécialiste en stratégie de réseaux professionnels et numériques, conférencier et formateur. Je suis ravi d'accueillir monsieur Jean-Christian Rivet. Bonjour. Bonjour Jean-Christian et bienvenue. Qui êtes-vous ? Jean-Christian Rivet, donc je dirige le cabinet Jouet Collectif. Et en fait, mon offre, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les entreprises sur la synergie entre leurs réseaux professionnels, physiques, et les réseaux numériques, puisque c'est souvent à cet endroit-là, en fait, qu'on perd beaucoup d'opportunités. D'accord, merci. Bienvenue et encore merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Si vous suivez régulièrement notre podcast, vous connaissez déjà la voix et le talent de notre dernier invité. C'est avec plaisir que je reçois à nouveau Jérôme Labbé, dirigeant de la société Horizon Consult. Bonjour Jérôme. Bonjour. Pouvez-vous nous dire un dernier petit mot pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Donc, Jérôme Labbé, dirigeant de la société Horizon Consult. On est spécialisé dans l'intégration et l'implémentation de solutions ERP et CRM pour des PME sur le territoire. Super. Merci beaucoup. Merci en tout cas infiniment à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Je suis Jérôme Grenier, votre hôte, et ensemble nous allons explorer les différents visages du réseau social professionnel par excellence. Nous allons décortiquer le phénomène LinkedIn, sa transformation et son impact sur notre perception du succès et de la visibilité professionnelle. Alors LinkedIn, miroir aux alouettes ou nouvel Eldorado numérique, c'est parti. Alors tout d'abord, pourquoi LinkedIn est devenu si important en fait dans le monde professionnel ? Alors, à mon sens, LinkedIn aujourd'hui a pris une grande place. Déjà, ça fait 20 ans que LinkedIn existe, quand même. À la base, LinkedIn, c'est le réseau professionnel pour trouver un boulot. En tout cas, à la base, c'est comme ça que ça a été vu. Sauf qu'aujourd'hui, et surtout depuis le Covid, on s'est rendu compte qu'en communiquant sur LinkedIn, on pouvait aussi aller directement toucher des gens qui pouvaient être nos futurs clients, nos futurs prospects et clients. Donc, on prend de plus en plus la parole sur LinkedIn aujourd'hui pour ça aussi, pour être visible et gagner en visibilité auprès vraiment des décideurs. Messieurs, votre avis ? Disons que LinkedIn a pris ses places aussi parce qu'il est le seul, même s'il y a quelques années, on a vu Viadeo. Facebook a manqué sa mue professionnelle, on voit bien que c'est resté grand public. Donc effectivement, aujourd'hui, si vous voulez un réseau professionnel, il n'y a que LinkedIn au niveau des réseaux de grande ampleur, quoi. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Mais il y a un grand mais pour moi, c'est les dérives de LinkedIn. Donc, on va en parler, je pense, après. Tout à fait. Même vision de ce que c'est que l'outil, mais ce qu'il en devient, c'est autre chose. Alors, pourquoi justement aujourd'hui, LinkedIn a été pendant des années le réseau un peu austère, le réseau un peu vers lequel les gens avaient du mal à aller. Aujourd'hui, pourquoi il y a tellement de professionnels qui affluent sur LinkedIn ? Alors, en effet, c'est le seul réseau pro aujourd'hui, mais il y a aujourd'hui une vraie recrudescence, on va dire, des professionnels sur LinkedIn, sur ce réseau. Pourquoi ? Je pense déjà qu'on voit arriver sur LinkedIn des gens qui étaient sur d'autres réseaux et qui se sont saturés. On voit par exemple beaucoup d'Instagrammeurs qui sont en train d'arriver, même des gens de TikTok, tout simplement parce qu'à un moment donné, ces réseaux qui étaient très grand public, il y a tellement de gens qui sont dessus et qui publient qu'à un moment donné, c'est très difficile d'exister. Et d'ailleurs, dans les, entre guillemets, dérives ou dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur LinkedIn, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Donc, si on raisonne médias sociaux, en fait, on a de plus en plus de mal à être visible. Alors, je ne sais pas comment fonctionne LinkedIn en termes d'algo, mais en tout cas, il met plus en avant certaines pratiques, quand même. Genre, on est une société, on veut véhiculer, c'est ma vision en tant qu'utilisateur. Alors, c'est la mienne, attention, elle est sur ton tronquet ou elle est sur mon tronquet. Mais si on est une société qu'on veut communiquer sur nos services, sur nos produits, j'ai l'impression que ça passe
c'est la dernière roue du carrosse quand même. On voit surtout l'influenceur qui fait des fake news H24 qui est mis en avant, je trouve. C'est mon avis personnel. Alors, je vais un petit peu nuancer parce que pour moi, il n'y a pas que des influenceurs ou des créateurs de contenu sur LinkedIn aujourd'hui. Tout dépend vraiment du réseau qu'on va décider de voir. Et c'est là la différence vraiment pour moi avec d'autres réseaux où dans d'autres réseaux on subit. Là, on peut vraiment décider de qui on voit et de qui on ne veut plus voir. Et c'est, je trouve, la force vraiment aujourd'hui de LinkedIn. Moi, il y a quelque temps, j'ai poussé un petit mot comme quoi j'en avais sur certaines choses certaines pratiques sur LinkedIn qui m'énervaient, mais du coup j'ai fait un nettoyage largement sur mon fil d'actualité et du coup j'ai vraiment des choses qui m'intéressent. Après c'est vrai que quand on communique une société et qu'on veut juste communiquer sur ses offres, ça va beaucoup moins marcher aujourd'hui parce qu'on veut de l'humain. On est dans l'ère de l'IA, beaucoup, mais en fait, on ne se retrouve plus là-dedans. Et ça, c'est vraiment depuis le Covid, il y a eu, on veut de l'humain, on n'est plus sur la communication qui est uniquement descendante, où j'ai mon message à le faire passer, et tiens, je te balance mon message et tu vas acheter. Aujourd'hui, on va se raccrocher à acheter à une personne aussi qui va porter peut-être nos mêmes valeurs et avec qui on a envie d'aller. Ça dépend ce qu'on vend. Ça dépend ce qu'on vend, ça dépend de la société qu'on est. Bien sûr que la société doit communiquer de façon institutionnelle, véhiculer ses offres, son image, que le dirigeant ou certains cadres doivent se mettre en avant en montrant l'envers du décor peut-être. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, on parle d'un autre sujet. C'est les dérives, selon moi, de je vais t'expliquer comment gagner 30 000 euros par mois. Bien sûr qu'il faut faire le filtre. Le problème, c'est que si nos contacts commente ou véhicule dessus, ça revient, ça remonte. Et il y a beaucoup, je trouve, selon moi, sur LinkedIn, ce type d'informations. Alors peut-être que j'ai pas fait le nettoyage à la juste valeur, mais je trouve qu'il y a cet engouement sur ce qu'on a sur d'autres réseaux, ce qui a été évoqué à l'arrivée de massif de ce type de personnes, je trouve. Alors, c'est mon avis, après peut-être que j'ai une mauvaise lecture. On l'a, mais comme on peut l'avoir sur tous les réseaux, à partir d'un moment où il est sur un point un petit peu haut, on va dire quand le réseau arrive et qu'il est un peu à son apogée, on a tout le monde qui arrive et qui essaye de faire. Oui, mais c'est là où justement le tri est important parce qu'il y a souvent des personnes qui vont être là, mais au bout de 3 semaines, des fois, alors je schématise grossièrement, hein, on les voit plus en fait parce qu'ils ont pas obtenu ce qu'ils voulaient aussi. Parce que LinkedIn, c'est un travail de longue haleine, c'est avoir un réseau de qualité et qualifié, c'est un travail de tous les jours et que ce soit dans la vie réelle ou dans le réseau virtuel, on est sur du travail de longue haleine. Hein. On va pas vendre à un poste. Moi, je sais qu'une fois, on m'a posé la question, me disant si je passe par toi, tu me garantis combien de ventes sur un poste ? Je peux pas en fait. Je peux pas parce que c'est pas le but. Par contre, je peux te dire que si on travaille ensemble 3, 6 mois, 1 an, ta visibilité elle va largement augmenter et que tu vas devenir l'expert dans ton domaine, mais l'expert correct, parce que voilà, moi je suis pas dans cette team-là, même s'il y en a beaucoup, oui. Et puis de toute façon, il y a 2 axes qu'il faut bien comprendre. Il y a un axe qui s'appelle les médias sociaux, et ça c'est ce qu'on voit, et là on subit l'algorithme. Et après il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Les réseaux, c'est quelque chose qu'on va construire. C'est-à-dire que plus je vais interagir avec des gens qui m'intéressent, qui peuvent être des prospects, des clients, des confrères, etc., plus je vais voir leurs publications et plus eux vont voir mes publications, en particulier même, on en reparlera probablement plus tard, si je leur envoie des messages personnels. Donc ça veut dire qu'au-delà, dans un premier temps, effectivement, on va bloquer ou se désabonner des personnes qui nous polluent et on a des noms, hein, peut-être même les mêmes d'ailleurs. Je les ai là, moi, je les ai listés. Mais ça, est-ce qu'on les cite ou pas ? Mais ça c'est en creux, je dirais. Mais par contre, si on regarde de façon positive, moi, je construis mon réseau. Et par exemple, j'ai un post ce matin, quelques dizaines de commentaires. J'ai répondu aux commentaires. C'est des gens chez qui je vais faire des commentaires. Et j'ai quasiment pas de pollueurs sur mes commentaires, en fait. Et donc, de moins en moins dans mon fil. Donc, c'est pour ça que pour moi, la clé, c'est le réseau social, c'est pas le média social. Sinon, ben oui, c'est TikTok, c'est Insta, c'est Facebook, si on fait pas attention. Hein. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas ce niveau d'expertise. Bien sûr. Mes clients ne savent pas ça. Tout à fait. Mais mon chef d'entreprise, je sais pas, ou une femme qui dirige une société qui a 50 ans ne sait pas qu'il faut faire le nettoyage. Donc elle va sur LinkedIn ou aller contacter parce qu'elle a scrappé son adresse mail ou je ne sais où et qu'on lui envoie des informations sur des stratégies extraordinaires vendues par un enfant qui a 25 ans. J'exagère, mais je prends un grand cliché là. Qui explique qu'il faut pas aller à l'école, etc. Je prends je fais une grande mise en avant de ce que je ressens sur LinkedIn. Lui, ces personnes-là ou cette femme-là ne veut plus aller sur LinkedIn. Et j'en connais plein qui ne veulent plus aller dessus parce qu'ils savent pas faire le tri, peut-être. Donc, comment les adresser, ces gens-là, ou comment les remotiver à retourner dedans ? Pour moi, c'est un travail qui doit être fait par l'éditeur, LinkedIn, déjà de faire sa propre nettoyage, et il ne le fait pas.
Ouais, mais pour moi, là, ce que tu dis, c'est un petit peu comme quand tu vas aller dans un resto parce que tu en as entendu parler, parce que tu as eu de la pub ou n'importe, et qu'on te dit c'est délicieux et que tout le monde te dit c'est délicieux, et en fait que tu y vas et c'est juste pas bon. C'est la même chose, en fait. Pour moi, les réseaux sociaux ne sont qu'un reflet de ce qu'on peut déjà faire dans la vie réelle. Donc, tu vas toujours avoir des beaux parleurs, tu vas sur un marché, tu as un bonimenteur qui va te vendre un truc, c'est la solution géniale. À toi de savoir... Si, oui, tu l'achètes et tu vas te faire avoir une fois, et maintenant, tu vas repérer les bonimenteurs. C'est la vie réelle, en fait, aussi. C'est ma perception de l'évolution de ces dernières années, en tout cas. Mais c'est vrai. C'est pour ça aussi que maintenant, on a besoin vraiment de considérer LinkedIn comme un outil, et n'importe quel outil, on se forme. Je veux dire, aujourd'hui, on voit une grande différence entre les gens qui utilisent ChatGPT sans formation ou avec formation, les gens qui utilisent Excel sans formation ou avec formation, et donc quelqu'un qui utilise LinkedIn sans formation ou avec formation. On le voit dans les posts, on le voit dans les commentaires, on voit la façon dont c'est géré. Et effectivement, l'idée pour nous, prestataires de services au sens large, parce que tu es prestataire aussi, c'est d'avoir ce minimum de pédagogie pour dire aux clients, voilà, en fait, il vaut mieux utiliser comme ça et comme ça. Et la première étape, moi, que je conseille, c'est retrouver déjà tous les gens que vous connaissez sur LinkedIn. C'est pour ça, c'est cette fameuse synergie dont je parlais, parce que déjà, vous serez en bonne compagnie. Parce que déjà, dans votre entourage, vous avez 100 ou 150 personnes ou 200 personnes qui sont sur LinkedIn et que vous connaissez. Et déjà, avec ça, vous avez déjà largement de quoi vous occuper, je pense. Alors, on parlait d'évolution, justement. Quels sont les principaux changements importants que vous avez pu voir sur LinkedIn ces dernières années ? On est quand même passé d'une CVTech pure et dure à un média social total. Donc, c'est-à-dire qu'on disait cher réseau, je cherche du boulot, à aujourd'hui des bonimenteurs, Ce début de phrase aussi m'insupporte sur LinkedIn, cher réseau. J'ai beaucoup de mal, je suis désolé, je le dis. Non, mais on est bien d'accord. Mais voilà, ça a été comme ça pendant des années, jusqu'à ce que certains se l'approprient vraiment comme un média social. Après, c'est toujours efficace sur la partie CV, quand même. C'est toujours très efficace sur la partie CV. Ça reste hyper efficace. Et c'est là où, en fait, où Viadeo, on en parlait, n'a pas fait le switch, c'est-à-dire que Viadeo est resté une CVTech et n'a jamais pris le coup d'être un média social et a attendu. Et sauf qu'à un moment donné, on veut plus que ce soit même pour se faire connaître. C'est-à-dire si on cherche un job, ça va être intéressant d'aller interagir avec les futurs recruteurs, peut-être, pour en tout cas se faire connaître et reconnaître derrière. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu pour moi ce switch, et où les gens ont pris derrière la parole aussi. Oui, puis une des grosses évolutions, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Donc en fait, l'algorithme de LinkedIn, fait des tests en permanence. Et donc si à un moment donné on dit, oui, mais j'aime pas ce type de contenu-là, mais c'est pas qu'on peut pas. Enfin, LinkedIn, il voit qu'on le prend quand même, c'est-à-dire qu'on s'arrête dessus, on le lit, même peut-être pour dire ça me plaît pas, mais on prend le temps de le lire, voire même parfois on interagit en mettant un emoji négatif, mais on a interagi. Pour LinkedIn, en fait, l'idée c'est à partir du moment où je décide que je vois que vous interagissez, je le mets dedans, en fait. Et donc c'est pour ça que plus on va se désabonner des gens qui nous polluent, et plus il y aura de gens qui vont se désabonner, moins ces gens-là auront de visibilité. Mais comme il y a beaucoup d'interactions sur leur publication, et on en reparlera tout à l'heure, parce qu'ils ont évidemment beaucoup d'artifices pour faire ça. Oui. On est d'accord. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a un aspect communautaire qui utilise des outils pour aussi générer beaucoup d'interactions, beaucoup de réactions. C'est ça. Je pense que ça alimente aussi l'algo. Oui. Et c'est pour ça que l'idée, c'est en fait, l'algo nous reflète globalement. Et c'est pour ça qu'on dit LinkedIn se Facebookise. C'est simplement que LinkedIn, il y a, je ne sais plus combien, doit être 29 millions en France sur LinkedIn. Donc, à un moment donné, oui, statistiquement, il y a énormément de comportements grand public qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Et aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui avaient beaucoup moins il y a 20 ans. Aujourd'hui, entreprendre, alors il y a eu la micro-entreprise qui a permis aussi d'entreprendre très facilement. Donc, des gens se sont lancés beaucoup plus, donc ils essayent. Donc oui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais au final, des gens qui prennent vraiment la parole. Alors, il y a, sans parler des influenceurs, il y a quand même des gens qui prennent la parole, mais c'est vraiment hyper pertinent ce qu'ils disent, et c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'il y en a, on va les voir passer. Moi, c'est des gens de passage. Il y en a, ils passent, ils essayent. Tout n'est pas noir. Non, tout n'est pas noir. Mais c'est vrai que là où ça me dérange, outil que moi j'utilise énormément aussi. Mais je trouve que LinkedIn devrait faire la police, c'est tout. Il ne le fait pas parce qu'il a son intérêt.
Alors, comme tous les réseaux... Et je suis d'accord, c'est un reflet de Facebook. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de refléter Facebook en termes de Oui, mais comportement. ils font des tests. C'est-à-dire, par exemple, l'exemple qu'on a vu qui a changé, c'était le nombre d'impressions, enfin le nombre de vues d'un post. Bon, ben ça, c'était... Alors, vous aviez des publications sur « je fais 1 million de vues par mois », etc., etc. Vous remarquerez que ça, on l'a plus du tout. Pourquoi ? Parce que quand on faisait 1 million l'année dernière, aujourd'hui, on fait 100 000. Donc, quand vous faisiez 10 000, vous faites 2 000. Donc, d'un seul coup, c'est plus une vanité métrique qu'en fait, vous vous mettez en avant. Mais ça, c'est l'algorithme qui a décidé de changer la façon dont il comptait. Donc, on ne sait pas comment il compte. Mais on sait que c'est pas qu'on a eu 10 fois moins ou 5 fois moins de vues. Parce que nos posts, il n'y a pas de raison que d'un seul coup, ça descende. Surtout que c'est arrivé quasiment entre septembre et octobre, quoi. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il a décidé la façon de changer. Et donc, ça a complètement réorienté la façon dont les gens communiquaient. C'est-à-dire qu'on arrête de parler du nombre de vues. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était la seule indication qui était invisible. C'est-à-dire, vous saviez pas, je savais pas combien tu avais de nombre de vues, combien tu avais de nombre de vues. Tu pouvais me dire 1 million. Et puis après, me faire un beau joli tableau Excel en me faisant une capture d'écran. Alors qu'aujourd'hui, si je te dis j'ai 50 commentaires, j'ai 50 commentaires. Si j'ai 100 j'aime, j'ai 100 j'aime. Et puis ça se voit. Donc ça, moi, j'ai trouvé que c'était un changement extrêmement positif, puisque maintenant, on peut voir un petit peu voilà, les choses. Voilà. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas de quelle façon on obtient certains j'aime et certains commentaires, mais au moins, c'est des choses qui sont visibles. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la grande différence entre LinkedIn et la plupart des autres réseaux, même Facebook, c'est qu'on a notre nom, notre prénom et un risque. Alors que vous pouvez raconter n'importe quoi sur les autres réseaux, il y a 0 risque. C'est pour ça qu'il y a quand même s'il y en a, il y a beaucoup moins de haters sur LinkedIn que sur les autres réseaux. Moi, les réseaux comme X, par exemple, enfin X-Twitter, où vous avez des pseudos, moi, je fuis ce genre de réseau. Pour moi, c'est pas du réseau, c'est du média. Bon, après, il faut le prendre comme c'est, quoi. Tout à fait. Ben là, je rejoins totalement, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, et moi, je fais régulièrement des tests, je publie tous les jours. Donc, en fait, je publie pas tous les jours juste pour le plaisir. Moi, c'est mon métier, mais ça me permet aussi de tester l'algo. Parce que des fois, on me dit, tu publies beaucoup. Je fais oui, mais bon, moi, je teste aussi pour voir ce qui marche et ce qui marche pas pour mes clients. Et tu le disais, j'ai des posts, je suis assez régulière sur mon engagement visible de mes posts. Par contre, des fois, sur le reach, c'est du simple au quadruple, voire au x10, en fait, en fonction des posts. Donc, voilà, ce chiffre-là ne veut pas dire grand-chose en soi. Ça peut vouloir dire que le type de poste, par contre, pour nous, c'est intéressant derrière de se dire que ce type de poste porte moins de visibilité. Après, il y a des choses comme, par exemple, les vidéos ont toujours moins d'impression qu'une image ou qu'un texte seul, parce que c'est pas encore poussé, mais ça l'est un petit peu plus. Voilà, il y a de toute façon, c'est comme toutes les plateformes, il faut tester et voir qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui plaît à l'audience. Toujours ne pas oublier qu'on n'est pas là pour communiquer, mais juste pour soi. On communique pour quelqu'un, on communique pour une cible, et donc c'est à cette cible qu'on doit s'adresser. Et uniquement penser à elle quand on s'adresse, et pas au nombre de likes, parce que le nombre de likes, c'est très bien, c'est beau sur l'ordinateur, mais ça n'a jamais mis de beurre dans les épinards, quoi. Donc c'est très beau, mais voilà. Alors, parmi les grandes tendances émergentes en fait de LinkedIn, on assiste à un côté personal branding qui est encore plus poussé. Donc, est-ce qu'on est plus aujourd'hui sur une plateforme de personal branding ou plutôt sur de l'auto-glorification? La frontière, elle est mince. C'est-à-dire que j'ai un exemple en tête, très régulièrement ces derniers temps, sur certaines catégories en effet de créateurs de contenu, on affiche sans retenue son CA, combien j'ai fait de CA sur ce dernier mois, combien je peux vous faire exploser votre CA sur quelques semaines. Voilà. Donc, d'après vous, est-ce qu'on est vraiment plus là, cette fois-ci, dans le personal branding, ou est-ce qu'on commence à être dans des dérives dont vous parliez tout à l'heure, Jérôme? Pour moi, on est dans la dérive, clairement, puisque pour ceux qui ont dit je fais ou j'ai fait 10 000 cas, combien de fois? Combien de mois? Combien de mois d'affilée? En fait, à partir du moment où ces infos ne sont pas là, pour moi, c'est juste passer votre chemin. En fait, soit on est clair et on affiche totalement, soit on affiche à moitié, et à ce moment-là, on peut se dire, bon, mais ça m'intéresse pas. Parce que combien disent, moi, je pourrais dire, j'ai fait un mois à 10 000. Ouais, ok, j'ai fait un mois à 10 000. Super, mais ça s'arrête là. Donc, c'est là où il faut faire attention, et c'est là où, normalement, on reste des humains, on a un cerveau, on réfléchit un petit peu. Alors, c'est vrai que ça peut faire beau de mettre toutes ces paillettes, tous ces trucs, mais quand c'est trop, les paillettes, ça sert plus à grand-chose, quoi. Moi, en tant que dirigeant de société, ça me parle pas.
Il peut faire 10, 100, ça répond pas à mes problématiques de mon quotidien. Il se glorifie, tant mieux pour lui si c'est vrai, je pense pas que ce soit le cas. Parce que qu'on gratte un peu, il n'y a pas grand-chose derrière, mais si c'est vrai, ça me parle pas. Parce que ça, qu'il gagne de l'argent, c'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est les problèmes de recrutement, c'est des problèmes autre chose. Ça me parle pas. C'est pour ça que il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans la cible de ces gens-là. La cible de ces gens-là, ce ne sont que des gens qui démarrent leur activité, à qui donc on a besoin d'envoyer du rêve. Moi, je suis j'ai l'âge d'avoir vu se lancer le magazine L'Entreprise, par exemple. Ben moi, l'entreprise, quand j'étais jeune, ça me faisait rêver de voir des entrepreneurs qui réussissaient. Et aujourd'hui, c'est l'équivalent pour des gens qui démarrent leur business. Et donc oui, on peut effectivement, on a tous un jour fait un post sur le thème « Arrêtez de parler de chiffre d'affaires, parlez-moi de ce que vous gagnez ». Et moi, en fait, je pense que moi, en tant que pro, j'ai beaucoup suivi ces gens-là, j'ai interagi avec ces gens-là et j'ai même acheté des produits de ces gens-là pour voir de l'intérieur. Et je consomme beaucoup de contenu long. Et par exemple, les podcasts. Et en fait, c'est tout cet écosystème-là a tendance à s'auto-inviter dans les podcasts. Et moi, j'adore les podcasts longs. Alors, je vais vous raconter une anecdote, j'ai trouvé ça très drôle. Donc, quelqu'un qui commence son podcast, même 2 anecdotes, si on a un petit moment. Première anecdote, c'est quelqu'un qui nous explique qu'il est copywriter et qu'il fait 2 millions de chiffres d'affaires sur l'année passée. Bon. Au bout de 10 minutes, il explique qu'en fait, c'est ses clients en fait, qui ont fait 2 millions, parce qu'il comme il fait du copywriting, il fait des pages de vente. Donc déjà, c'est un peu moins. Et 10 minutes après, en fait, ses clients font 2 millions de CA, mais pas avec ses pages de vente. C'est des clients à 2 millions de CA. D'accord ? Donc, effectivement, sur un post LinkedIn, c'est très facile de dire « moi, je suis un copywriter à 2 millions ». Quand tu racontes toute l'histoire, tu t'aperçois qu'en fait, non, c'est ses clients qui font 2 millions. Alors, moi aussi, je peux faire de l'audience. Tu me donnes le compte d'Emmanuel Macron. Moi, je te promets que je peux faire de l'audience. Et je ne suis pas un très bon copywriter. Et la deuxième anecdote qui était un peu de ce style-là et qui fait parfois m'énerver dans les commentaires, c'est quand quelqu'un nous dit « j'ai fait un lancement sur une formation extraordinaire, j'ai eu 100 et quelques personnes, j'ai fait 60 000 balles de chiffre, c'était trop génial ». Et un quart d'heure après, dans le podcast, elle explique que c'est un travail d'équipe. Donc, on a des gens qui vont faire du closing, des gens qui ont des fichiers, des gens qui vont faire tous les tunnels de vente. Et puis, on va acheter la pub. Et donc, en fait, ce qui reste, c'est 20 000 balles. Donc, effectivement, si je communique sur 60 000, je lui dis « Waouh, 3 lancements comme ça, peut-être t'es le roi du pétrole. » Ouais. Enfin, 3 fois 15 000, t'es un peu moins le roi du pétrole. Ok, donc, en fait, là où tu avais raison, complètement, le problème, c'est pas tellement ce qu'ils disent. Moi, on peut me dire combien on a gagné, mais on m'explique à ce moment-là la mécanique. Parce que moi, je dis, ok, tu fais un lancement, t'en fais 4 par an, ça te fait 60 000 balles de marge. Après, à côté, tu fais autre chose, et puis tu as tes 100 000. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais quand on te fait croire que tu as fait 60 000 par lancement, là, tu dis, c'est du chiffre d'affaires. Et comme n'importe quelle entreprise, comme toute entreprise, quand il y a du chiffre d'affaires, il y a des charges, Là, eux, c'est pas la salariée, c'est un réseau d'autres indépendants. Et donc, c'est de l'achat de pub. Et donc, en fait, il te reste 20% de marge, quoi. Le problème, selon moi, c'est que ça a des effets de bord. Les chefs d'entreprise le décryptent très rapidement, ça. S'ils tombent sur ce type de poste. Et ça les effraie sur le LinkedIn, quoi. Au bout d'un moment, ça les fatigue. C'est ça le problème. C'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure, c'est l'effet de bord de tout ça. Et que je connais beaucoup de dirigeants de sociétés, ils veulent plus y aller. À cause de ces conséquences, je dirais, de ces communications à outrance. Ils n'ont peut-être pas fait le tri. On le décrypte en 2 secondes. Moi, ce matin, c'était... au bout de 3 mois, il passe de 0 à 27 000 € par mois. Et c'est un poissonnier, il a 21 ans, quoi. Genre, tant mieux pour lui si c'est vrai, mais genre... Waouh. Et qu'on décortique, il n'y a pas de société, il n'y a rien, même pas de site web. Comment tu fais, mon ami ? 27 000 € de prestat, il faut le faire, quand même. Ça en fait de la marge. Enfin, qui me donne le secret. Ils ont tous un secret magique, en plus, c'est extraordinaire, avec du vocabulaire... Je veux dire, ils ont acheté le dernier bouquin à la Fnac et voilà, ils crachent 2-3 mots-clés. Je sais pas, c'est mon avis personnel. Mais c'est là notre responsabilité aussi de prendre la parole. Moi, mais on la voit pas assez, celle-ci. C'est ça. Et la raison que je me pose, c'est pourquoi. Quand le web est arrivé, parce que je suis en prestat depuis 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans, et je me souviens, j'avais fait une tournée d'ateliers avec des médecins pour un labo. Et en fait, je leur disais, voyez, aujourd'hui, Internet, c'est bien, ça nous a amené Doctissimo. Alors, je me faisais démolir dans l'atelier.
Et je disais, mais qu'est-ce qu'il y a problème de Doctissimo? Ils disent des bêtises. Non, mais c'est pas des vrais médecins. Enfin, voilà. J'ai à votre avis, quel est le vrai problème de Doctissimo? Quel est le vrai problème? Le problème, c'est qu'aucun d'entre vous prend la parole. Il n'y a pas un seul médecin en France qui a un compte Internet, enfin à l'époque, c'est début des années 2000, qui a un compte Internet, qui crée un blog ou qui se réunit pour parler. Donc si vous ne parlez pas, comme les gens cherchent des infos et posent des questions sur comment guérir le rhume des foins, il y a quelqu'un qui répond. Ah oui, ça ne vous plaît pas, mais c'est à vous d'y répondre à ça. Et là, c'est exactement la même chose. Si on a essentiellement des gens qui sont au niveau 1 du business et qui racontent ces choses-là, c'est aussi parce que les vrais entrepreneurs, ceux qui ont de l'expérience, ils ne veulent pas ou ne peuvent pas, ils n'ont peut-être pas le temps, je ne sais pas, ou ils n'ont pas le goût ou la compétence de prendre la parole. Parce que c'est la nature horreur du vide. Les réseaux, de toute façon, vous avez remarqué, le flux, il n'est jamais vide. Donc ça veut dire que si ce n'est pas vous qui apparaissez sur le flux, ça va être quelqu'un d'autre. Et c'était, comme tu dis, c'était comme avant, c'était ça sur les forums. Hein. C'est pour ça qu'il y avait des modérateurs, mais c'est pareil, des fois les modérateurs étaient des fois payés par les marques pour justement aller encore appuyer dessus, mais on ne le savait pas. Donc, on a quand même la chance aujourd'hui, par exemple, quand c'est une publication qui est sponsorisée, d'avoir l'obligation aujourd'hui de le dire. Donc, ça reste, il y a des petites dérives dessus, mais on a quand même l'obligation de le dire. Et donc, il y a un cadre qui est en train de se mettre en place. Alors certes, tout ne pourra pas être mis en place. Le problème, c'est que c'est sur les réseaux, ça va tellement vite, et que nous, derrière, on est tellement lent à mettre des choses en place que ce qu'ils vont mettre en place n'existera déjà plus dans 6 mois. Oui, non. LinkedIn a les moyens de réguler tout ça. Je suis désolé. Ils ne veulent pas le faire. On voit que la tendance, elle va à l'inverse. On voit sur X, au contraire, ils ouvrent les vannes à ce type de pratique. On le voit partout. Les fake news, ça devient monnaie courante. C'est mon avis. Mais ça l'a toujours été, en fait. Ça l'est de plus en plus, je trouve. Ça l'est plus parce que... Et LinkedIn, il y a quand même des affaires où ils ont laissé passer des informations douteuses, quand même, et ils ferment les yeux, ils laissent passer des choses. Sur des sujets graves, donc... X, pareil. Donc, c'est pire en pire, je trouve. En fait, donc, je suis pas sûr qu'on aille vers le plus propre. Pour moi, on a l'impression que c'est de pire en pire, mais en fait, on a ouvert les vannes à partir du moment où on a ouvert Internet. Sauf qu'avant, Internet n'était pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on a accès à Internet depuis son téléphone. Donc, on a accès à plus de choses et plus de monde a accès aussi parce que c'est devenu vraiment du grand public. Au début, Internet, ça coûtait quand même une blinde. Il fallait avoir les petits bip-bip en 256K pour allumer son ordi. On réfléchissait c'est très bien, Wanadoo, faut pas critiquer. C'était très bien. Mais on réfléchissait au temps qu'on allait passer et au site qu'on allait voir parce qu'on savait qu'on payait autant. Aujourd'hui, tout est en illimité. Tout est en accès libre et en accès illimité. Il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a aussi un effet générationnel aussi. Il y a des comportements qui sont différents en fonction des générations. Et depuis quelques années, on a une nouvelle génération qui arrive dans le monde du travail, qui a des comportements différents, et tant mieux, ça apporte du renouveau, mais très communautaire, très porté sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas des générations passées, avec des pratiques qui sont différentes. Alors justement, cette nouvelle génération, elle avec des grosses dérives. Oui, c'est ça. Elle amène un côté un peu rockstar, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec vraiment le côté bling. Faut être musclé, voilà. Moi, je peux prendre un billet d'avion à Dubaï, prendre 3 photos et vendre des formations. C'est un peu facile, quoi. Et il y a des procédés de vente un peu à l'américaine, un peu. Vous en pensez quoi justement ça me dérange pas, les procédés américains, ça a toujours été. Genre les Steve Jobs et compagnie. Moi, je suis du Microsoft, voilà, ça existe depuis les années 80, pour moi, même bien avant. Mais c'est le côté, je te montre que j'ai réussi en la vie parce que je suis beau, je suis mince, je suis bien gaulé, j'ai une belle voiture, j'étais à Dubaï cet été. Toi, si t'as pas fait ça, t'es une merde, donc va acheter ma formation. ça me dérange. Non, mais on en est là quand même. Les dérives que l'on verra sur d'autres réseaux, d'autres supports. Non, mais je te rejoins parce qu'il y en a qui utilisent aussi. J'ai fait 15 burn-out et aujourd'hui, je m'en suis sortie. Enfin, on n'est pas forcément, dans le bling-bling, mais on utilise et on appuie 15 000 fois dessus. Il faut que ça soit toujours amplifié, exagéré. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Voilà. On parle des dérives. Hein. Je parle des dérives. Mais oui, elles y sont et je vais pas le nier parce que même moi, il y a pas si longtemps, je dis voilà, j'ai poussé un petit coup de gueule sur LinkedIn parce que ras-le-bol, quoi, parce que marre. Mais et ce qui est dommage, c'est qu'à côté, il y a des super contenus, il y a des gens topissimes, génial. C'est top. Le problème, c'est qu'il y a trop, selon moi, de plus en plus de ce type de comportement qui répond à des attentes. Hein. S'ils sont là, c'est qu'il y a du monde en face aussi. Hein. Ou des robots, ou des bots, à choisir. Oui, il peut y avoir aussi des robots. Mais moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on se crée son écosystème
sur LinkedIn, mais comme on fait dans la vraie vie. Enfin, je sais pas, si je vais sur un salon à Paris et qu'il y a 10 000 personnes dans le salon, j'ai essayé de retrouver des boîtes que je connais, des gens que je connais, passer un moment avec eux, les prendre un café. Et puis il y en a plein. Le mec, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, comme sur le marché, qui est en train de faire le bonimenteur dans une conférence, si ça m'intéresse pas, je vais pas y aller. Le frein, je crois que tu avais raison en disant tout à l'heure, il y a des gens qui s'en vont parce qu'ils savent pas trop comment le faire marcher. Donc c'est ça. C'est pour ça que si vraiment déjà on retrouve et on interagit avec tous les gens qu'on connaît déjà, ça en fait du monde. Mon post de ce matin, toutes les interactions, tous les commentaires, c'est des gens qui sont conférenciers comme moi, c'est des potes. Parce que pour moi, il y a trois types d'objectifs. Il y a les objectifs qui sont quantitatifs, et ça, évidemment, c'est ce que dont tout le monde parle. Mais derrière, pour moi, il y a aussi les objectifs qualitatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires. C'est pas le nombre, c'est que disent les gens. Pour moi, il y a une grande différence entre quelqu'un qui me fait un commentaire en me disant super, ou quelqu'un qui me pose une question dans le commentaire, je lui réponds, il a un pote à lui qui vient répondre, puis un deuxième pote qui vient répondre. Il y a des endroits, il y a des moments où tu as une conversation avec 4-5 personnes dans les commentaires. Ça, pour moi, c'est le qualitatif. Et après, pour moi, il y a un troisième objectif, c'est l'objectif nominatif, c'est-à-dire que je fais mes posts avec un objectif, c'est de faire réagir telle ou telle personne. Mon post de ce matin, c'était pour faire réagir les conférenciers. Donc en fait, l'idée, c'est, moi, je regarde qui a réagi, est-ce que c'est les bonnes personnes ou pas. Quand ce matin, tu as réagi, je dis, OK, ça fait partie des personnes qui étaient intéressantes pour moi. Et c'est pour ça, et là, je vais faire une toute petite parenthèse, parce que tu vas en parler, je crois, tout à l'heure, sur la façon dont certains construisent leur audience avec ce qu'on appelle des pods. Les pods, c'est des espèces de groupes, en fait, dans lesquels tout le monde va poster, en fait. Ça peut être, par exemple, souvent, c'est un groupe Instagram, WhatsApp. Donc, chacun va poster sa publication, et donc, tout le monde va faire des commentaires ou des j'aime. Sauf que, tel que c'est fait, ce qui est terrible, c'est que moi, j'ai acheté, parce que je disais quelques formations, j'en ai acheté une d'un growth hacker. Et en fait, tu achètes un pod, et l'idée, c'est que tu dois faire, je crois, 10 ou 20 commentaires par jour, sinon tu es viré du pod. Donc, ça fait des gens. Et donc là, au niveau qualitatif, c'est nul, et au niveau nominatif, évidemment, c'est nul, parce que comme dans ces formations-là, il y a beaucoup de gens qui débutent, leurs posts sont pas forcément ouf dingue, et puis surtout, c'est qu'ils sont pas du tout ni dans ma ligne éditoriale, ni dans ma cible, ni dans mon écosystème. Donc en fait, je vais aller commander des trucs qui ont aucun sens pour moi, quoi, en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'aspect médiatique des choses et à l'aspect quantitatif, même si à terme, je suis d'accord, ça fait qu'après, ça apparaît sur nos flux d'actualité en permanence, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a souvent considéré LinkedIn comme le grand méchant réseau, parce que la différence avec tous les autres réseaux, c'est que tout ce qu'on fait sur LinkedIn est visible. Tout. C'est-à-dire que vous allez commenter un post, il sera visible de votre réseau. C'est aussi la force, c'est-à-dire que si vous commentez un post parce qu'il est bien ou n'importe, vous dites à votre réseau, ça c'est intéressant aussi, ça peut aussi vous intéresser. Donc pendant très longtemps, et il y a encore des gens qui sont bloqués et qui me le disent en me disant, moi j'ose pas commenter parce que j'ai peur qu'on me voit. Mais il n'y a pas de souci. Moi je sais que j'ai une audience, on a ce qu'on appelle l'audience silencieuse sur LinkedIn. Il y a à peu près que 10% des personnes sur LinkedIn qui prennent la parole aujourd'hui, qui prennent la parole ou qui commentent. Déjà commenter un post, ça veut dire qu'on lui donne de la valeur. On va amener quelque chose au post LinkedIn. Et moi, des fois, clairement, je ne commente pas certains posts parce que quand c'est, par exemple, du 100% IA ou chat GPT vraiment bas de gamme, je peux pas parce qu'on a juste fait une requête à chat GPT, on a balancé un post pour dire qu'on a balancé un post qui n'a aucun intérêt, qui ne cible pas bien. Je vais pas aller le commenter, même si c'est quelqu'un que j'aime bien. Et pour revenir là sur les pods, il n'y a pas que des groupes WhatsApp, hein, ça va au-delà. Il y a des sites internet sur lesquels on va payer, Bien sûr. Et on va pas les citer, on peut les citer, c'est pas un souci. Moi, je sais que je suis contre ça parce que je préfère avoir une audience qui est totalement qualifiée. C'est un non-sens, ce type de principe. Alors, c'est un non-sens, ça joue. C'est comme pour tout. Mais si ça je joue vends avec des formations, les règles. oui, ça a du sens. Que je crée une notoriété, je crée un réseau, je montre que j'existe dans le système. Mais dans les faits, si je suis sur un autre secteur d'activité, ça n'a aucun sens. Alors, oui et non, mais en fait, c'est comme pour tout. C'est prendre, pour moi, le parti d'il y a quelque chose qui marche, qui va me donner de la visibilité. Ça me coûte pas cher, je le fais. C'est comme si j'essaye de te trouver un exemple, si dans la vie, c'est pareil, tu débutes, au lieu de payer un pote, tu vas aller payer peut-être de la pub à la radio.
tu vas peut-être aller. En fait, au final, c'est la même chose. Mais le poste qui a été dit, c'est on est qu'on cible d'accord. très très mal, voire pas on du est bien- tout. on est Avec la bien pub, d'accord. je peux, si je sais bien faire ma segmentation, Si tu sais etc., bien faire, oui, mais bon. et dans Google Ads avec ses compagnies, on Dans va Google pouvoir Ads, cibler. par exemple, si je te parle moi d'une pub à la radio, est-ce que tu peux réellement cibler? Derrière, je dénigre pas la radio, j'ai quand même bossé pendant 10 ans. Loin Mais de là. tu dis tous les rouages, attention, Mais, bien sûr que non. Mais tu peux pas forcément cibler. Par contre, tu essayes de toucher du grand public parce qu'au début, quand tu débutes, c'est ce que tu fais. Moi, bon, je suis totalement contre les pods, donc je pourrais jamais dire vas-y, fais un pod, c'est pas possible. Est-ce que la culture de la réussite sur LinkedIn, elle a un impact du coup sur la mentalité professionnelle, d'après vous? Alors, elle peut totalement démoraliser certains. Totalement. Et c'est pour ça qu'il faut régulièrement faire le tri, parce que pour la santé mentale d'un entrepreneur, ça peut être dur de voir j'ai réussi, moi je réussis, moi je fais plein de trucs, moi je fais. Mais sauf que quand on creuse un peu, et des fois il n'y a pas besoin de creuser un peu, on gratte juste un peu la surface, il n'y a plus rien derrière. Donc la culture de la réussite, c'est quelque chose de très américain. Donc voilà, on prend et c'est pas nouveau. Et demain, les Américains inventeront un autre truc, on aura toujours quelque chose qui va réarriver ici. Voilà. Oui, en fait, je ne sais pas si c'est plutôt la culture de la vantardise que la culture de la réussite. Parce que la réussite, moi, ça m'a toujours motivé. Un mec qui roule dans une bagnole plus grosse que la mienne. Moi, je suis très enfant là-dessus. Moi, je dis pas que je me mettrai en 4 pour le faire, mais je dis, tu vois, moi, quand je vois un mec dans une belle bagnole, j'ai envie d'aller le voir. Je dis, comment t'as fait, quoi? Il y a une place. Donc, je trouve que c'est bien parce que ça démocratise quand même l'état d'esprit d'entreprendre. Et je pense qu'on est quand même dans un pays où il serait temps, à un moment donné, qu'on comprenne qu'entreprendre, ça peut vraiment être une vocation et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 22 et qu'on n'a pas besoin d'être vieux et d'avoir hérité de ses parents, etc. Je pense que ce côté-là est bien. Là, après, effectivement, le problème, c'est que la vantardise fait que tu dis que tu as réussi avant même d'avoir réussi. Donc, ça sert à personne, effectivement. Comme tu dis, le problème, c'est que il y a des gens qui croient ça. C'est comme les gens qui voient les photos Instagram et qui n'ont pas compris qu'il y avait un filtre. Et là, maintenant, Zoom, ça y est, vient de mettre Sonia, donc tu n'auras plus de rides sur Zoom. Et il paraît que ça va être chaud quand on va rencontrer les gens en vrai. Mais oui, c'est cette culture de la vantardise. C'est pour ça que moi, je suis scotché à mon idée de réseau et d'écosystème et qu'il faut arrêter de se laisser balancer par l'algorithme, parce que sinon, oui, mais c'est des coups à péter les plombs. Mais ça, je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour ça, moi, une petite anecdote, mais moi, j'ai un client une fois, un prospect, qui me dit, vous êtes gentil, mais pourquoi je vous choisirais vous plutôt qu'un autre pour m'accompagner sur les réseaux? Je ne sais pas à qui vous avez eu d'autres en contact, mais je dis, posez-vous simplement une question. La personne qui va vous aider, est-ce qu'elle sait vendre autre chose que des formations LinkedIn? Parce que moi, j'ai vendu sur un LinkedIn, j'ai vendu du cognac à l'international, j'ai vendu des barres métalliques pour l'industrie, j'ai vendu des robots, j'ai vendu de l'assurance, je peux vous faire la liste de tout ce que j'ai vendu avec mes clients grâce à LinkedIn. Par contre, oui, je ne vends pas vraiment de formation LinkedIn, j'accompagne les gens, mais dans l'écosystème réseau, plus que LinkedIn. Donc, posez-vous cette question-là. Demandez-vous, est-ce que ces gens-là savent faire autre chose qu'un système pyramidal où ils expliquent à des gens comment faire des business qui vont expliquer aux gens, comment faire des business qui vont expliquer aux gens. Parce qu'on est là-dedans, on n'est que là-dedans. Voilà. Moi, j'ai envie de compléter sur un point. Moi, ça me dérange quand on parle de réussite, c'est augmentation de chiffre d'affaires. C'est pas ça la réussite pour un chef d'entreprise. En plus, oui. C'est pas du tout ça. C'est d'embaucher du monde, de faire tourner une entreprise, de payer ses salariés. C'est ça la réussite. C'est pas gagner 30 000 balles par mois et d'aller à Dubaï. Ça, c'est pas de la réussite pour moi. Sauf que là, il t'explique que non seulement maintenant, ils sont passés à 30 000 euros par mois, mais qu'en plus, ils ont bien compris qu'il fallait plus bosser que 2 heures par jour. 2 heures par jour. Ce matin, j'ai un poste, je vais pas citer les gens. Il est étudiant, il a plus besoin de travailler. Il gagne 30 à 40 000 balles par mois. Ouais. C'est ridicule. mais après... Non, mais ce que je veux dire, même si c'est vrai, c'est ridicule. Parce qu'on n'est pas obligatoirement heureux en ayant ça. C'est pas ça l'objectif normalement quand on est chef d'entreprise. C'est pas gagner de l'argent. Ce n'est pas que ça. Mais s'il a fait ça encore... Moi, ça me dérange pas s'il a fait ça. Non plus, mais tout ce que je dis, ça me dérange jamais. C'est pas ça. Après, la question, c'est que je pose à ces gens-là, alors pourquoi tu es en train
de m'interrompre dans ce que je fais pour essayer de me vendre une formation à 300 balles si tu gagnes déjà 30 000 balles par mois, quoi. Parce que moi, je te promets, tu me files 30 000 balles par mois, je ne dirai pas t'enquiquiner avec des formations en ligne. Hein. Je te laisse tranquille. Hein. Ah bah, c'est clair. Moi, je sirote mon cocktail sur la plage, moi. Et au-delà de ça, moi, après, là, tu parlais d'être d'un jeune, mais pour moi, la réussite, c'est déjà d'être en accord avec soi, avec ses valeurs. Voilà, il n'y en a plus, là. Oui, mais voilà. Mais moi, quand je regarde, tu vois, dans mon rétroviseur de mes 20 ans d'expérience diverses et variées, j'ai pas à pleurer, j'ai pas à dire j'ai pas réussi. J'ai réussi à ma manière. Voilà, et ça me suffit amplement. Donc, je suis heureuse d'être là où j'en suis et j'ai de la chance de connaître des entrepreneurs. Et pour le coup, là, je pense très, très fortement à une entrepreneur qui a des valeurs, qui est hyper engagée. Et elle réussit aussi parce que elle a ses valeurs, en fait, et parce qu'elle est super engagée. Et ça, franchement, voilà, chapeau. Moi, à côté de ça, c'est très bien, il laisse à gagner. Non, mais bien, on est sur, voilà. sur Internet, on nous explique, on nous donne des leçons de vie, c'est qu'est-ce que la réussite, quel est le bonheur absolu, il faut s'habiter dans la forêt, et Oui, couper des arbres tous les 4 matins, ou l'autre il va t'expliquer qu'il faut gagner 30 000 euros par mois, ou l'autre il va t'expliquer, voilà, on nous explique la vie quand même. Et ça, c'est les dérives d'Internet, c'est tout est exagéré, il faut rentrer dans une communauté bêtement. Donc c'est ce décalage avec le monde réel, il y a un gouffre quand même. Sauf si tu te connectes avec des gens de la vraie vie. Oui, mais tout le monde n'a pas ce niveau, tout le monde n'a pas cette lucidité. Quand on est peut-être sorti ou je sais pas, ou en reconversion, ou sorti de l'école, on n'a pas cette expérience. Si on n'est pas guidé, accompagné, ou si on régule pas tout ça, ça va créer du malheur chez certains, je pense. Alors au début, parce que moi, tu vois, j'ai eu comme ça le cas d'une cliente qui avait acheté une formation, je sais plus, bref, je crois de 2 000 ou 3 000 euros, que j'ai récupéré pour moi en coaching. On m'a fait 3 heures privé. Elle me dit, mais en 3 heures avec toi, j'ai... oui, sûr, mais voilà. En 3 heures, on a vachement avancé. Et elle me dit, mais en fait, oui, je me suis fait avoir par les paillettes. Mais elle me dit, c'est fini. Donc oui, il y a des gens qui vont se faire avoir une fois, mais ils se feront pas avoir 10 fois. Donc il faut aussi penser que c'est comme tout, comme j'en reviens à mon bonimenteur, hein, il va réussir à avoir 10 personnes sur le marché, mais le lendemain, il est plus là. Par contre, toi, tu restes, donc c'est ça mais aussi. en fait, je sais plus qui disait, de toute façon, des pigeons, on s'enlève tous les matins. Donc, de toute façon, c'est pour ça que je disais, ils sont positionnés sur les débutants. Parce que les débutants, il en arrive en permanence des nouveaux, et puis après, ils passent à autre chose, soit parce qu'ils disparaissent, soit parce qu'ils grandissent, et qu'ils se disent, en fait, maintenant, je passe à autre chose. C'est pour ça qu'ils restent là, parce que, de toute façon, c'est pas compliqué. Dans le business, tu as 2 types de marchés. Tu as les marchés en volume et les marchés en valeur. Il y a que Apple qui arrive à faire un marché en volume avec un marché en valeur. Mais donc de toute façon, à un moment donné, si tu veux vendre une espèce de bootcamp à 30 balles par mois et que tu vas avoir 1000 personnes, c'est forcément un marché en volume. Donc c'est forcément là où il y en a le plus. Et là où il y en a le plus, c'est en bas de la pyramide. Si par contre, à un moment donné, tu as une vraie offre d'accompagnement et que tu prends du temps avec chaque personne et que tu fais grandir les gens et tu es capable de mesurer les progrès qu'il y a eu, etc., tu feras pas ça avec 1000 personnes déjà. Donc quand on me dit, moi j'ai accompagné 1000 personnes ces 3 dernières années, je dis ok, d'accord. Moi j'ai fait de l'enseignement pendant 20 ans, je suis pas sûr que j'ai eu autant d'élèves que ça. Enfin, faut calculer, mais... Ça va vite, oui. Mais bon. Et donc, l'idée c'est ça. Moi, je pense que la plupart de nos clients sont sur des marchés en valeur. Donc, il ne faut pas qu'on les mette entre les mains de gens qui sont sur du volume indifférencié, je pense. Très bien, nous arrivons déjà à la fin de la première partie de cet épisode consacré à LinkedIn et au nouveau Star System de la plateforme. À vous qui nous écoutez, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce sujet passionnant. Merci infiniment à nos formidables invités. Ça a été un véritable plaisir de vous recevoir et de vous écouter échanger. On se retrouve très vite pour la suite et la fin de cet épisode.